y est, le grand talk s'installe. Bonsoir à vous, merci de nous regarder tous les soirs. Ce soir, sur le plateau, on a fait le plein. Je crois qu'il y a qu'Isabelle qui nous manque, et Pascal, bon, enfin vous le saurez. Tout à l'heure, le plein avec Élisée Bolouboué. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Très bien. Bonsoir Sarah. Bonsoir Brice, comment vas-tu? Sarah El Wadili, c'est joli. Ça fait une petite musicalité. Monsieur Daouda Sa Majesté Koulibaly, pour faire de la rime. Monsieur Wadili, Brice Koulibaly. Anno, comment allez-vous? Je vais très très bien et vous? Super bien. Vous êtes sapé comme un démocrate. Ouais. Que vous êtes. Sapé comme jamais. Très bien. C'est la chanson que vous chantiez tout à l'heure quand on préparait l'émission. Très bien. Madame Bleu est en jaune. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Jaune poussin? Moutarde? Non, pas moutarde. Poussin. Ouais, on Très va bien. dire. Poussin. C'est moutarde. Comme le coquelicot. C'est moutarde. C'est l'été. franchement. Comme le petit Titi. Exact. Oh oui. Le petit Titi qui se fait chasser par Tom. C'est ça. Gros minet. Monsieur André Bois est avec nous sur le plateau. Bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien. Très bien. Bon, ça a failli mal commencer quand j'ai entendu Daouda dire qu'il est sapé comme jamais. Je me suis dit, Ouais, c'est ça. Mais en fait, Non, depuis parce que je tu as l'ai vu. commencé à mettre des cravates, Ah oui, parce que voilà. vous défrayez la chronique avec vos cravates. monsieur Oui, Bois. depuis qu'il a commencé Cela à vous porter lui des fait cravates, plaisir, quand même. il se sent plus le monsieur. Bon, allez, les amis, avec le temps festif, là, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le retour de Serge Cassier et François Kensi, des artistes, des Ivoiriens, donc, qui étaient, en tout cas, qu'ils sont encore jusqu'à présent en exil, qui ont décidé de rentrer. On l'a su comment? Eh bien, à travers une note publiée par le secrétaire général du Parti des peuples africains, du PPACI, M. Damana Picasse, qui nous donne quelques détails sur le retour des artistes musiciens Serge Cassier, François Kensi, après plus de 10 ans d'exil, 12 ans précisément. Voilà. Retour prévu donc pour le mercredi 12. On nous signale par voie terrestre à partir de Noé, la frontière sud avec le Ghana, à partir de 13h. Donc, cette annonce faite par le parti du président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas compris le choix de. C'est une très bonne nouvelle, en Ok. tout cas pour le PPACI. elle ouvre bien le sujet. Le PPACI et tous ses militants, mais par la voie terrestre, par le Ghana, je n'ai pas trop compris le choix. Ouais. Mon truc, c'était pas par rapport C'est à mon la voie interrogation. c'était pas par rapport à la voie Les terrestre. interrogations, il y en a 3 ou 4. Voilà. Pourquoi l'annonce de leur retour est faite par le PPACI? C'est ça, c'est vraiment, je pense que le PPACI, pour le coup, a essayé de préempter je sais pas, la liberté qu'ont ces artistes à être des artistes. Quoi. Ça suffit. Il y a déjà eu une phase de notre vie nationale où des artistes ont choisi leur camp, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Mais là, franchement, ils sont artistes, Est-ce que le que les PPACI artistes se sont tienne loin d'eux. Enfin, Est-ce que les moi, artistes se sont plaints, les deux artistes ils ne se sont pas plaints, mais Parce moi que je suis un je suis pas observateur, on va commencer par là. Voilà, Moi, mon mais- avis, c'est que... Voilà, mais parce que c'est- Non, c'est- parce que là, vous avez décidé de regarder par l'angle de PPACI. Madame Bleu vous dit, peut-être que les artistes Ce eux-mêmes sont ont des souhaité... militants, peut-être. Ce sont toujours des militants bon, on va dire de l'ancien FPI. Non, mais c'est qui- Pour être militant c'est- d'un c'est- parti, Raison il faut pour être laquelle encarté. ils leur font Non, mais cet ce qui serait accueil dommage, Non, il faut être d'ailleurs. encarté dans ce parti. Est-ce que vous avez vu une carte Mais est-ce qu'ils ont besoin de me montrer D'accord, leur donc on va dire document proche. On va personnel? dire proche pour gagner du temps. On va pas chipoter sur Voilà. les termes. Proche ou pas encarté, mais une chose est sûre, c'est le PPACI qui l'annonce comme si cela faisait partie d'une activité ou d'une action de son parti. C'est là où ces artistes, je trouve que, franchement, s'ils sont d'accord avec ça, pour moi, c'est une erreur. Ils ont fini avec cette affaire de Côte d'Ivoire qui était en crise, il fallait qu'on choisisse un camp, mais soit ils militent ou ils sont artistes. En ce moment-là, voilà, ils seront jugés comme des acteurs politiques. Alors effectivement, je rejoins ce que dit André, même si c'est rare que je rejoigne ses propos. Mais effectivement, la non, première forme. chose qu'on pourrait se dire, c'est... Fallait que je te renvoie la balle. La première chose qu'on pourrait se dire, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'un parti politique se positionne et prend voilà, la parole pour dire deux artistes, voilà, deux chanteurs rentrent au Alors, vous pays. avez posé une question, est-ce que je peux imaginer, moi, un élément de réponse? Parce que ça, je sais bien faire. Alors, Oui. j'imagine que le PPACI, qui est un parti politique, se réjouit, au-delà du fait que ce soit des artistes, le parti se réjouit que des Ivoiriens qui étaient en exil rentrent. Oui, Est-ce que c'est pas une possibilité? C'est vrai, mais le problème, c'est qu'ils ont précisé quelque part qu'ils rentrent du coup de manière apaisée, comme si de par leur action, leur retour se fait de manière apaisée. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, mais ça fait quand même plusieurs années que les choses sont assez stables. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire il y a de ça un temps maintenant. Je veux dire, pour toutes les personnes qui sont exilées, il est temps de rentrer sans forcément qu'on passe par un parti politique pour avoir un support de quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, Laurent Gbagbo est assez paisiblement en Côte d'Ivoire. Tout se passe très bien. chose est sûre, Le temps une d'entendre chose est camarade sûre. Brice, quand même, il faut Oui. que je réagisse rapidement sur ton hypothèse.
Pourquoi cette hypothèse n'est pas plausible? Parce qu'il y a des artistes qui sont rentrés ici. Il y a Merci, eu André. Abou Gallier, il y a eu, comment il s'appelle comment elle s'appelle plutôt, Annie Tchele, qui est rentrée. Qu'on a reçu ici. On a même reçu, enfin moi j'ai pas vu le relation PPACI. avec le PPACI. À moins que, si le critère c'est de parler des Ivoiriens qui rentrent d'exil, il aurait fallu à ce moment-là se réjouir chaque fois qu'il y a un artiste comme ça qui rentre. En tout cas, il ne faut pas qu'on oublie que c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, non, mais après je ne pense pas que le Serge Kassi ou François Kansi, j'émets des réserves, mais Serge Kassi cache, par exemple, sa proximité avec le président Laurent Gbagbo Oui, et je peut-être pense qu'il le affirme en PPACI. fait. Oui, C'est pour ça que je dis que si les deux artistes eux-mêmes, au regard de ce communiqué qui a été diffusé, largement diffusé sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux du PPACI, n'ont pas fait une sortie pour, je ne sais pas, Démentir. démentir et tout. Oui. Enfin, démentir. Oui, ce sont des militants. C'est ça. Ils ne l'ont jamais caché. Depuis ces C'est ce 10 que je années dis. d'exil en Europe, ils l'ont démontré, ils l'ont affirmé. Donc, après, c'est le choix Après, du parti de et- pouvoir accueillir, Du coup, comme il moi, se je- doit, Et leurs après, si on militants. trouve qu'ils sont Voilà. militants, supposons, parce que là, ça a besoin d'être prouvé, supposons même qu'on prouve qu'ils sont militants, après, rien n'impose ou n'interdit à un artiste de militer dans un parti Mais politique. justement, Oui, rien ne rien de- m'interdit, justement. moi, de les regarder comme des militants. Très bien. C'est tout. Voilà, non, moi je pense que à travers ce communiqué-là, tout est clair. Il n'y a vraiment pas de, voilà, d'idée je dirais, de faux fuyants. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est clair, c'est une manière, ou du moins, aujourd'hui, c'est une confirmation de ce qu'on savait. C'est-à-dire, aujourd'hui, à travers ce communiqué, le PPACI nous dit directement et sans vraiment embâche que Serge Kassi et François Kansi sont des militants du PPACI. Et ça, je le comprends tout de suite, même dans la teneur du communiqué. Ils arrivent à 13h. À 16h, ils sont reçus au siège du parti du PPACI où des honneurs leur seront faits. Il y aura une réception en leur honneur. Moi, je retiens tout de suite que c'est des militants, un parti politique qui décide de recevoir ses militants. Quand ils vont finir ça, on va regarder la posture musicienne ou bien la posture artistique. Mais pour l'heure, au regard de ce communiqué-là, pour moi, c'est un parti politique qui accueille ces militants qui rentrent d'exil. ça. Et C'est comme ça, surtout- quoi. et surtout, Vraiment, il c'est est c'est un clair. parti politique qui Le accueille but, les- le but Il y a même que ces de cet militants qui rentrent d'exil. accueil, le but même de cet accueil chaleureux, c'est de les féliciter en fait pour le combat, c'est marqué dans le communiqué, marqué dans le communiqué, pour le ouais. combat qu'ils ont si sincèrement et fidèlement mené pour le triomphe et le retour dans son pays de son excellence. le Mais président Edith, Laurent si cette Gbagbo. question-là, Donc, c'est un accueil mérité André a posé, pour excuse-moi, eux. mais André Oui. a posé une question qui est très pertinente. On a tous suivi, on est contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. S'il est vrai, on leur reconnaît qu'ils ont mené un combat en faveur de M. Laurent Gbagbo, mais il y a certains artistes comme ceux qu'il a cités tout à l'heure qui l'ont Gallier. fait autant. Et même qui sont allés plusieurs fois à La Haye et qui ont même porté le flambeau. On a tous vu ça ici. mais à même aucun Manu moment, Tchele, ouais. moi, je me rappelle encore mais je reviens. Je me rappelle de la On a- dernière interview. on Je n'a me pas rappelle. accusé les Je termes. termine, non, mais c'est juste- Je viens, mais je c'est me rappelle de la terminé. On va dernière l'expliquer ça. interview de Abou Gallier que j'ai lue. Abou Gallier a dit qu'il a demandé à être reçu par le président Gbagbo. Jusqu'à présent, cela n'a pas encore été fait. Même si le président Gbagbo ne l'a pas reçu, je crois que Damana Picasse et puis Katina pouvaient le recevoir. Ça, au moins, c'était quelque chose de possible. Au regard du combat qu'il a mené pour le président Laurent Gbagbo quand il était en exil, ça, c'est quelque chose ça n'a pas été fait. Mais Élisée, vous parlez de cette question-là, mais vous prenez le cas de Charles Blé Goulet, qui n'est pas un artiste. Oui. Mais Charles Blé Goulet n'a pas encore été reçu par le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que Mme Bleu peut parler de... Est-ce que, par exemple, si vous le savez ou pas... Mais c'est justement est-ce pourquoi que c'est Abou pourquoi Gallier- justement, il reçoit le parti politique qui accueille ses C'est pour ça militants. qu'il dit, c'est Oui, voilà, militant. c'est un parti politique qui accueille ses militants. c'est ce que Je je parlais dis. de militants en fait. Quelque On se part, Brice, comprend. vous confirmez cette façon de voir pour dire que si on n'a pas reçu accueillent Blé leurs Goudé, militants. on n'a pas reçu Annie Tchele, on Ni n'a pas Abou reçu Gallier. Dakouri Richard, Ni parce Abou qu'ils ne sont Gallier. plus militants, ni Abou Gallier, ils ne sont plus militants. Donc eux, du coup, on les voit plus comme militants. Enfin, après, c'est Bon, pas une après, tare c'est- d'être comme militants. Charles Blé Mais Goulet je n'a pense que jamais été militant, hein. les artistes, mais les artistes doivent être quand même des militants de toutes les causes. Et eux, ce qu'ils nous avaient vendu, ils nous avaient dit que comme Laurent Gbagbo avait été l'objet d'une injustice, parce qu'il y a une guerre, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. En fait, ils ne sont pas militants, mais ils s'étaient engagés par rapport à une cause. Mais là, finalement, ils sont devenus des militants. Ce n'est plus la cause qui les intéresse. Non, mais- C'est-à-dire que si demain Laurent Gbagbo est au pouvoir, qui fait n'importe quoi, ils vont le soutenir parce que c'est des militants. Non, Et c'est mais- ça, c'est pas le rôle des artistes. On peut estimer aussi, hein, ça je sais bien faire aussi, toujours dans la science-fiction, comme dirait Daouda, mais on a vu que pendant la détention du président Laurent Gbagbo à La Haye, on a vu ces artistes-là militer pour sa libération. Je change le terme, manifester, ça va. Donc manifester pour sa libération. Ils ont donné des concerts, ils ont donné des spectacles. Et si aujourd'hui, à leur retour, le PPACI entend leur apporter une forme de reconnaissance en les recevant, ça peut ne pas être forcément une occasion d'affirmer une forme de militantisme comme vous êtes en train de le clamer haut et fort. Mais Messieurs. le fait qu'on dise qu'ils sont que c'est des militants, je pense qu'on s'appuie quand même sur des faits. On dit que
ni François Kensi, ni comme Serge Kassi ne sont les uniques artistes qui ont porté la cause de Laurent Gbagbo pendant la situation qu'on a connue. Ce n'est pas les seuls. En Europe, il y a des gens qui sont mieux illustrés que eux, ou bien qui sont plus illustrés que eux, que nous, dont nous sommes témoins, et qui aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés, ils n'ont pas eu droit à un tel communiqué, ils n'ont pas eu droit à de tels éloges, ils n'ont pas eu droit à de tels honneurs. Donc moi je dis, c'est le droit du PPACI d'accueillir ces militants qui rentrent. Ça, c'est son droit le plus absolu. Mais qu'on ne nous fasse pas croire qu'on accueille des musiciens ni des artistes. On accueille des militants. Ça, c'est au moins clair qu'on le dise, en fait. Mais qui vous a fait croire qu'on accueillait Que les artistes musiciens, Serge Kassi... Mais excusez-moi, même s'ils sont militants, leur nature profonde, c'est qu'ils sont artistes. Mais c'est ce que je dis. Donc, Donc vous pouvez leur dédier le droit d'être artiste, même s'ils sont militants. C'est pourquoi je dis qu'on l'accueille. Si c'était plombier, on allait dire le PPACI reçoit François Kensi et Serge Kassi, les plombiers. Voilà. En fait, Brice, Brice, c'est de l'ironie. En matière de communication, Brice n'avait pas affiché une forme de naïveté. C'est-à-dire qu'un artiste, on imagine qu'il a derrière lui des fans, des gens qui l'aiment, tout ça. Donc, afficher un artiste, pour un parti, c'est pour ça qu'il y a des artistes qui s'affichent avec des politiques, machin. Franchement, je n'ai pas vu beaucoup de politiciens s'afficher avec monsieur le plombier, même si je sais qu'ils sont honorables. Donc, c'est ça que je vais te mettre en évidence. Mais moi, la seule... Bon, j'ai 30 secondes après tout ce que les uns et les autres ont dit, je ne vais pas revenir dessus. Moi, la seule question que je me suis posée, mais qu'est-ce qu'il faisait en exil? Parce que je pense que depuis... Vous avez ouvert un autre débat même. Non, je n'ouvre pas d'autres débats. J'ai dit qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas parce que celui même pour qui ils sont partis, avec beaucoup de personnes, ils sont déjà là. Qui les poursuivait? Franchement, On va bon... lui poser la question. Pour moi, François Kensi et Serge Kassi rentrent le 12. Je rappelle dans tout ça qu'ils rentrent effectivement demain. Et selon le chronogramme ou le programme du PPACI, c'est 16h, à partir de 16h, ils seront en réception officielle. Mais à 17h, ils sont censés être reçus par le ministre de la Réconciliation, Kakabe. Donc, est-ce qu'avec toute la fête, là, ils vont pouvoir aller voir le ministre? J'en sais rien. Ben voilà, parce que le ministre les a reçus également. Il va les recevoir à 17h. Le ministre, bon, après, il est indépendant, je comprends son parti. Pour moi, c'est un non-événement. Bon, Daouda Sarr, on l'a bien noté. Oui, mais c'est un Serge non-événement. Kassi, en musique, ça donnait au-delà de tout, c'est les musiciens, c'était pas comme bien en musique, ça donne ça aussi. Quand même. Ça c'était... Ouais, mais avant il y a eu ça. Ça s'appelle... John Brie. Ah ça, le gars, la Sagba, il dit rien vraiment. Vous commentez. Ah, il est de retour, c'est bien. Au moins, John Brie est de Daouda fait son Daouda. John Brie est de retour en Côte d'Ivoire, c'est très bien. En tout cas, le gars, la Sagba. François Kensi Thierry en fond. Daouda, pendant que Daouda est en train de faire son show que personne n'écoute, le temps qu'on prépare le prochain sujet, les amis. C'était une des chansons imposées à Star Karaoke. Voilà. Très belle chanson. Ben, c'est François Kensi. En tout cas, une chose est sûre, au-delà des militants, ils ont des fans dans divers partis. Je pense qu'ils seront contents de retrouver leurs artistes. Et puis la Côte d'Ivoire est contente de retrouver ses fils qui étaient à l'extérieur, qui sont rentrés. Et ça fait partie des souhaits du président de la République que tous les enfants de Côte d'Ivoire regagnent la terre. C'est dans la Constitution. Et on Aucun aura Ivoirien ne doit rester Et on aura en Gali exil. Sely, Donc- Gali Sely également qui revient bientôt. Et le PPAC n'a pas fait de communiqué pour lui aussi? C'est pas un Alors les militant. amis, on Non, va je écouter demande, en le fait. deuxième point de notre rendez-vous ce soir. Il concerne le CAPA, on en parlait. L'autre bonne nouvelle, c'était que le concours était désormais à nouveau ouvert. Eh bien, lors d'une conférence de presse, on a envie de dire quand même que les conditions d'accès au concours là créent une forme de polémique. Ouais. Mon cher Daouda. Je pense que depuis, pour ceux qui se rappellent, depuis 3 ans, le concours, l'accès au certificat d'aptitude à la profession d'avocat avait été fermé. Je pense qu'on a reçu le bâtonnier des avocats Maître ici sur ce Maintenant. plateau, Maître Maintenant. Bon, il avait dit que c'était difficile, mais finalement, il a ouvert le concours a été ouvert aujourd'hui. Mais quand La préparation. la préparation, mais sincèrement, je vous assure que les conditions qui ont été fixées pour avoir accès à ce concours, il y a une seule question que je me suis posée. Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'ouvrir ce concours Pourquoi vous dites ça? Je On m'explique. peut rappeler les conditions. Parce que déjà, ils disent, en plus des diplômes requis, il faut
passer le concours appelé test de sélection qui donnera droit à suivre des cours de formation obligatoires de 6 mois afin de passer l'examen. Donc du coup, tu dois prendre une mise à disposition ou bien démissionner de ton emploi salarié pour pouvoir aller passer le concours. C'est pour parler comme l'Ivoirien, c'est-à-dire que tu vas laisser le poisson qui est entre tes mains pour un poisson qui est en train de nager. Et payer un coût de 700 Oui, 000 et payer un coût de 700 000. Donc, je ne vais pas hypothéquer mon avenir. Ça donne l'impression que l'ordre des avocats n'a pas envie vraiment d'ouvrir ce concours aux étudiants. Ça, c'est mon avis sur la question, Brice. Très bien. Voilà. Je pense qu'effectivement, pour les étudiants, c'est un coût, 700 000 à 1 million d'euros francs CFA, c'est quand même assez important. Mais je pense que les personnes qui sont le plus pénalisées ici, c'est les gens qui sont déjà en fonction, les juristes qui sont déjà en entreprise, à qui on demande pendant 6 mois d'être à disposition, donc de démissionner ou de négocier avec son employeur. Il n'y a pas de possibilité de suivre les cours de... Non, Je justement, comprends on pas. demande justement une Pourquoi vous vous plaignez si c'est ceux qui ont... Non, qui je ont- finis juste. Ouais, Ouais. juste. Non, voilà, donc je me dis, pour un juriste qui est déjà en exercice, pour quelqu'un qui a déjà un emploi, c'est extrêmement handicapant. 6 mois, c'est quand même une longue période. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un système, un peu comme le système des MBA, où on négocie avec son employeur, ou alors le gouvernement négocie, je ne sais pas, une sorte d'allègement fiscal pour les juristes qui souhaitent passer le test et le concours, l'examen, à condition que ils reçoivent un minimum de salaire, qu'on lui paye aussi le coût de ce concours. Et en contrepartie, il ne faut pas que l'employeur voit ça comme un sacrifice, mais plutôt comme un investissement, un retour sur investissement. Pourquoi? Parce que la personne un juriste pour laquelle il va payer cette formation, ce concours, cet examen, il va revenir avec un diplôme en plus, avec une expertise en plus. C'est ça. Donc, il apportera un plus à son entreprise. Et maintenant, parce que ce n'est pas non plus une transaction gratuite, peut-être que le juriste, la personne qui aura passé cet examen et qui l'aura obtenu, devra signer, comme dans le cas des MBA, un contrat de 2 ou 3 ou 5 ans où il promet de rester dans avec les cabinets l'entreprise. d'avocats. Voilà, où il promet de rester dans l'entreprise et bien. d'apporter son expertise pendant un Est-ce que temps. quelqu'un sur le plateau connaît les raisons pour lesquelles ces conditions-là, qui me semblent nouvelles, ont été imposées à cette session? Moi, j'aurais une petite piste, parce qu'on avait reçu le bâtonnier Maître Maintenant ici, et il avait parlé pour l'ordre des avocats du fait, le retard qui était enregistré depuis ces années. Il avait parlé de moyens, C'est ça. de manque de moyens. Et lors de la conférence de presse, on a notre collègue journaliste Jessica qui lui avait posé la question en fin de conférence de presse pour demander la participation de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on voit que l'État accompagne tout ce qui est juge en termes de formation. Il y a du financement pour les juges. Et donc, à cette question, le bâtonnier a répondu en fait que voilà, ils se sentent délaissés parce que oui, Non, il mais faut ça- des juges. ça a lieu dans Il les faut des locaux de juges. l'État, non? Il faut des C'est juges. pas l'INFEJ qui reçoit les... C'est délocalisé à l'INFEJ. Oui, Il donc, faut des l'État participe. juges, oui, mais il faut également des avocats. Donc, c'est une question aussi de moyens, de financement, Oui, tout à fait. et raison pour laquelle, malheureusement, on a ces coûts, parce que ça pénalise aussi les jeunes juristes qui sont en formation, mais qui sont en stage. Mais la question épineuse, le point épineux, c'est un manque de moyens Mais aussi, en fait, qui a été souligné par le problème, c'est que bâtonnier. moi, je veux dire, par l'ordre des avocats. le manque de moyens, pour moi, n'est pas une- L'État devrait s'investir un peu plus. Moi, voilà. je ne vais pas arriver à ce niveau-là. Laissons le côté argent. Mais pourquoi est-ce que, pour organiser ce concours, tu décides de dire à quelqu'un, prends une mise à disposition, Oui, ou non, bien tu là, démissionnes? ça, je C'est suis- ça que, en fait, je suis pas attention. d'accord non, avec c'est ça. ça que je trouve. Daouda, allons-y vous avez- doucement. vous avez me laisses votre point de On terminer. veut dialoguer, c'est pas une Vous question. avez donné votre point de vue, Je pose Daouda. une Je vous laisse question. terminer 15 Voilà. secondes, Daouda. Parce que je ne peux pas comprendre, quand on me parle d'argent, même si tu me dis aujourd'hui, paye 2 millions pour aller passer le concours, moi, ça me pose pas de problème. Mais ne mets pas mon emploi en danger. Oui, bien pour sûr. peut-être Daouda, un concours que je ne vais pas avoir. C'est bien, en plus, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, oui. André, vous Daouda répondez. peut juste juste la nous question de Madame relire. André, vous répondez. Est-ce qu'il peut juste nous relire la partie où on parle de formation? Oui, la formation, c'est Même si le postulant est juriste dans une entreprise avec salaire de cadre, il doit prendre une mise à disposition ou déposer une démission pour aller suivre ces 6 mois de cours obligatoires afin de passer l'examen du barreau. De quoi vivra ce Très bien. juriste-là? Je prends Non, la mais c'est réponse. pour ça. Je prends la réponse tout à l'heure, mais j'ai Christian Seka en ligne. Il est juriste de formation. Christian, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, Monsieur Brice. Je vais très bien. Très très bien. Votre avis un peu sur ce qui crée un peu la polémique, la discussion autour de ce concours? Oh, déjà, il faudrait préciser que le CAPA n'est pas un concours, c'est un examen. Donc Un examen. déjà, c'est que sur le plateau, il faut que vous commenciez à recadrer en parlant d'examen. Très bien. Maintenant,
de l'arrêté qui est sorti récemment, mais on parle d'un test de sélection. Vraiment, ce test de sélection, si on prend le règlement d'exécution de l'UEMOA, qui est la base légale sur laquelle le barreau s'appuie pour produire cet arrêté, il n'y a pas de test de sélection. Parce que c'est mentionné que chaque barreau définit les modalités de préparation à l'examen et la délivrance du CAPA. À aucun moment, le règlement ne parle d'un soi-disant test de sélection. Très bien. Donc, déjà, de ce que je note, sur ce premier point-là, vous dites que selon l'UEMOA, chaque État a le devoir d'organiser le concours. C'est cela? Oui. L'examen. Le devoir de fixer les modalités. Barreau définit les modalités de préparation à l'examen et de la délivrance du CAPA. Vous estimez que ce test-là ne fait pas partie des modalités de préparation? Moi, j'estime que ce test ne fait pas partie des modalités de préparation à l'examen. Pourquoi? Donc, en aucun cas, c'est mentionné qu'il faut passer d'abord un test un test où on sélectionne et ensuite on prépare les étudiants, ceux qui sont issus à l'examen du Pardon, je ne sais pas si on peut se comprendre. Hein. Est-ce qu'il Donc m'entend? déjà, il faut savoir que ça fait un peu à condition. Moi, j'aimerais de mon côté clarifier les choses. Très bien. Est-ce qu'il nous entend, notre téléspectateur? Vous nous entendez? Oui, je vous entends, mais c'est un peu faible. C'est un peu faible, mais vous dites qu'il n'existe pas, mais il y a un arrêté qui a été pris pour instituer le texte, donc ça devient force de loi. Donc, je comprends pas. Voilà, que vous disiez que le texte... Je viens. Oui, parce qu'il y a un texte qui a été pris, un arrêté qui institue le texte. Oui. On peut dire l'arrêté, oui, l'arrêté, mais l'arrêté se base sur quel point? L'arrêté se base sur le règlement UEMOA. Non, l'arrêté se base sur le fait que chaque pays peut donner les conditions d'accès au métier d'avocat. Donc c'est ça. Donc l'arrêté va fixer maintenant les conditions en Côte d'Ivoire en disant on fait d'abord un test de sélection avant justement de participer à l'examen pour être avocat. Donc après, on peut contester le test comme vous le dites, mais on ne peut pas dire que c'est basé sur rien parce qu'il y a un arrêté qui a été légalement pris. Les modalités de préparation. Modalité de préparation à l'examen, pas les conditions. Voilà. Modalité de préparation à l'examen. Mais vous qui êtes juriste, pardonnez-moi, vous qui êtes juriste, quelle est la nuance? Parce que vous dites conditions, modalités, quelle est la nuance? Ici, nous, trivialement, nous, on pense que c'est la même chose. Moi qui suis juriste, la nuance, c'est qu'on parle de modalité de préparation à l'examen. C'est modalité de préparation à l'examen. Mais ici, on nous dit, on va d'abord faire les conditions. On va nous présenter un test d'abord et ensuite, je pense que maintenant, on nous définit les modalités de préparation à l'examen parce qu'il faut faire une formation de 6 mois où on doit faire des formations avec des matières. Et ça, ce sont les modalités de préparation puisque après la formation, l'examen pour pas. Christian, qu'est-ce qui vous gêne pour faire un peu le résumé? Qu'est-ce qui vous dérange un tout petit peu dans ce modus operandi? Ce qui me gêne, c'est que ce texte-là, ça soit un texte qu'on va filtrer énormément de juristes pour pouvoir faire passer ceux qui pourront, au final, pourront suivre la formation. Plus des qui se présentent à nous, des conditions qui ont été énumérées pour nous permettre déjà de passer le test. On voit déjà que avoir presque tous les documents, les papiers, faire l'inscription en ligne sur le site du barreau. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que le site du barreau peut pouvoir recevoir toutes les demandes? Parce que déjà, on a déjà des amis qui nous reviennent, des amis juristes qui nous reviennent pour nous dire on n'arrive pas à faire l'inscription en ligne, on n'arrive pas à avoir la pochette, on n'arrive pas à pouvoir avoir Monsieur déjà Christian, je c'est un peu compliqué. Très bien. Alors, on a un peu noté votre point de vue sur la question, Christian. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci. Déjà, la nuance, c'est l'examen, c'est pas un concours. Bonne journée à vous. Merci. Vous comprenez maintenant que quand toutes ces conditions qui ont été mises en place à moi, je dis qu'au-delà, on est en phase, au-delà de ce que le facteur agent que le bâtonnier avance, les autres conditions qu'il a ajoutées ne rendent pas cet examen accessible à tous. Je sais que vous souhaitez réagir. C'est certainement, André, 2-3 minutes pour avoir vos avis sur la question. Ça y est, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT. Je suis en compagnie de M. Élisée Bolougbe, je suis en compagnie de Sa Majesté Daouda Koulibaly.
Avec moi, il y a André Bois. Et à ma droite, à la droite de moi, il y a Madame Édith Boubleu. Juste entre André et Madame Bleu. Merci Thierry, merci. Voilà, parce qu'il fallait quand même le dire. Je suis très heureux ce soir d'accueillir en tant qu'invité du talk M. Jean-Christophe Béliard. Vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de France en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, tout va Merci bien. d'être avec nous. Alors justement, à propos de santé, comment se porte l'axe Abidjan-Paris? Ah, en pleine forme. Les relations sont bonnes dans, je crois, tous les domaines. Domaine politique, domaine économique, domaine culturel, éducatif. Tout ça marche bien. La relation est bonne. Mais cette relation est bonne et sans nuage depuis une dizaine d'années, donc dans le meilleur des mondes. Et au niveau de la perception de la France, donc, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les pays de la sous-région et même dans le Sahel, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, de changement de perception. On a eu le sommet Afrique-France, on a également eu la mise en place même de ce fonds pour la démocratie. Est-ce que vous pensez que toutes ces actions qui ont été menées, également avec des acteurs comme Achille Bembe et autres, est-ce que vous pensez que ça commence à apporter leurs fruits au niveau du changement des perceptions de la France en Afrique? Alors d'abord, il y a Afrique et Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. Là, vous parlez d'un nombre peut-être plus limité de pays. On y travaille. D'ailleurs, vous mentionnez Achille Mbembe. Il était dimanche, lundi et mardi à Grand Bassam, avec une équipe de spécialistes de l'Afrique, africains, pour réfléchir justement à ces problématiques. Je crois qu'on a progressé. La relation et le discours de Kigali, donc sur le Rwanda, la relation difficile mais importante avec l'Algérie, un retour sur le passé, et puis une nouvelle façon de faire les choses qu'on appelle l'agenda transformationnel, c'est-à-dire s'adresser davantage à la jeunesse, travailler avec les sociétés civiles, les artistes. Tout ça, c'est un travail qui est en cours. Évidemment, ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans. Il y a perception et perception. Il y a aussi pas mal d'instrumentalisation de certains entrepreneurs politiques, colonels ou capitaines qui veulent se draper dans une certaine légitimité et qui utilisent la France comme un punching ball. Bon, il faut en tenir compte. Je crois qu'on en tient compte. La relation n'est pas forcément simple, parce que notre histoire n'est pas simple, mais je crois qu'on essaie d'y travailler et qu'on progresse. Vu qu'on parle de perception qui marche bien en fonction des interprétations et des regards, ça marche bien en Côte d'Ivoire, un peu moins ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, pour certaines raisons. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien en Côte d'Ivoire? Dans toutes les relations, on passe par des hauts et des bas. Aujourd'hui, vous mentionnez 2-3 pays où ça ne va pas très bien. Ça marchera peut-être mieux dans quelques années. Avec la Côte d'Ivoire, il y a eu un moment difficile, voire très difficile. On est aujourd'hui dans un moment de sérénité parce que les choses ont bougé en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. En tout cas, avec la Côte d'Ivoire, il y a cette histoire forte. Il y a eu les années Houphouët-Boigny, qui ont été quand même des années fortes dans la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Il y a eu ensuite les années Bédier, la relation était également très forte. Ensuite, il y a eu un passage à vide, et on est à nouveau, depuis 2011, dans un moment serein et fort. Alors, dans un moment serein et fort, vous le dites, mais pas mais. Je veux qu'on identifie vraiment ces actions-là, notamment économiques. Et peut-être qu'on n'en parle pas souvent. Notamment, on sait que la question de la dette, parfois, provoque beaucoup de débats. Mais il y a ce que la France a inauguré, ces contrats CED, là, il faut qu'on en parle. Est-ce que sur ces contrats-là, vous expliquez un peu au peuple sur ce que fait véritablement la France? Parce que parfois, l'incompréhension aussi,
c'est de rester dans l'image qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, ils sont toujours en train de shooter les dirigeants. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit comme ça de contact avec les jeunes, avec la population sur ce genre d'action? C'est possible. La communication a parfois été un point faible. Voyez-vous, j'étais il y a encore quelques heures à une petite cérémonie Société Générale Proparco sur l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, sur le financement des PME, le petit coup de pouce qui permet aux PME de survivre à une période initiale liée à la création d'emplois et la question de l'employabilité des jeunes, tout ce qu'on fait dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, l'école de la seconde chance, créer de l'emploi pour les jeunes, j'ai envie de dire, c'est peut-être aujourd'hui notre priorité numéro 1 dans ce pays. Alors c'est vrai, on parle des grands projets, le métro, l'aéroport, les routes, les ponts, les lycées de proximité, ça existe. Mais ça, c'est encore plus important parce que ça permet de faire la différence et c'est une autre philosophie, une autre façon de faire les choses dans un pays comme tous les pays du monde, mais peut-être encore plus en Afrique, où la jeunesse est la priorité. C'est clair. C'est pas par hasard si c'est l'année de la jeunesse. Je vois un élan autour de cette année de la jeunesse porté par le ministre en charge de la jeunesse qu'on voit partout, le ministre qui s'occupe de questions de formation professionnelle qu'on voit partout, la ministre de l'Éducation qu'on voit partout. Et la France accompagne ce mouvement. C'est la Côte d'Ivoire qui est à l'initiative. Et nous soutenons les efforts de la Côte d'Ivoire. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de capitaine, de colonel. Mais dans certains pays de la sous-région, on est enclin aujourd'hui au terrorisme. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de chez là. On a eu des attaques à Kafolo et autres. Donc techniquement, comment est-ce que, dans la relation bilatérale que la France entretient avec la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous faites pour lutter contre le terrorisme qui est en train qui est en train d'avancer de plus en plus? Globalement, pour accompagner la lutte contre le terrorisme, on Ouais. l'avait dit tout à l'heure. Bon, le terrorisme est aux portes de la Côte d'Ivoire. Et c'est à la fois Daesh et Al-Qaïda. Et c'est au Mali et c'est au Burkina. Et donc c'est sérieux. Alors qu'est-ce que fait la France? Eh bien, la France accompagne les efforts de la Côte d'Ivoire. Donc formation de l'armée ivoirienne, notamment dans le cadre de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, équipement, renseignement, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est en première ligne. C'est la Côte d'Ivoire qui fait le travail. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a consolidé sa frontière, pas uniquement en termes sécuritaires, mais également en termes de développement économique et social, avec des projets dans le nord du pays, notamment le nord-est. Et vous avez remarqué, la Côte d'Ivoire n'a pas fait l'objet d'attaques terroristes depuis maintenant 2 ans, au moment où d'autres sont attaqués. Donc c'est rassurant au sujet de la posture ivoirienne. Et nous sommes en soutien de cette posture. Nous, France, nous, Union européenne, nous, États-Unis. Nous avons tous intérêt. Que si, avec tout ce que vous venez de dire comme accompagnement fait pour la Côte d'Ivoire, on a vu qu'au Burkina et au Mali, la France a été carrément chassée de là-bas parce qu'on estime que la France n'a rien fait. Donc, est-ce que ça dit que là-bas, rien n'a été fait et tout a été fait en Côte d'Ivoire ici? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais essayez de rendre ça plus simple pour moi. Je pense que c'est la posture de certains colonels et de certains capitaines d'estimer que la France n'avait rien fait. Quand vous voyez l'immensité de ces territoires, s'il n'y avait pas eu l'opération française, au départ, il est probable que Bamako aurait été prise tout de suite par les terroristes. Ça n'a pas été le cas. On a réussi, je crois, mais c'était un terreau difficile, hein, c'est 5000 km sur 2000 km à ralentir la progression des terroristes. On a ensuite, avec l'Union européenne, participé au renforcement
des forces, Avec Takuba, là. notamment, et c'est aux forces maliennes. Nous, on a arrêté les terroristes. Ensuite, ce n'est pas à nous de faire le travail, c'est aux forces maliennes de faire le travail. Ensuite est venue l'opération des Nations Unies, la MINUSMA, qui était de nature à renforcer l'empreinte sécuritaire. Vous savez où on en est aujourd'hui de la MINUSMA, où les autorités maliennes ont demandé non seulement le départ de la MINUSMA, mais le départ presque immédiat dans les mois qui viennent de la MINUSMA. Quel est l'intérêt du Mali? C'est sans doute qu'il y ait une présence internationale pour combattre le terrorisme. Être ensemble, c'est le monde qui doit défendre le Mali, pas la France, c'est le monde. À un moment donné, c'était l'Union européenne, la France et les Nations Unies. Aujourd'hui, la France n'y est plus, l'Union européenne n'y est plus. Mais il y a la Russie. Enfin, il y a Wagner. Ah, là, quand vous interrogez les autorités maliennes, elles vous disent que non. Vous disent qu'elles ne sont pas là. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Très bien. La faiblesse du On va y Mali, revenir. la faiblesse du Mali, et personne ne souhaite l'effondrement du Mali. Évidemment, personne ne le souhaite. En tout cas, pas la France. Et certainement pas la Côte d'Ivoire. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que le Mali tienne. Parce qu'on croyait qu'il y a un effet boule de neige. Donc, si le Mali ne tient pas, que le Burkina ne tient pas, forcément, il y a... Il faut que le Mali tienne, mais est-ce que le Mali tiendra seul? Il faut que le Burkina tienne. Parce que si le Burkina ne tient pas, les conséquences pour la Côte d'Ivoire seront fortes. Vous avez noté les propositions de la Côte d'Ivoire au Burkina, les offres de la Côte d'Ivoire au Burkina. Laissez-nous vous aider. Mais pour l'instant, bon, ce n'est pas à moi de juger. Pour l'instant, les Burkinabés estiment qu'ils peuvent s'en sortir seuls. Très bien. Excellence, on va revenir en Côte d'Ivoire. Il y a bientôt 10 ans, les Ivoiriens ont entendu parler de ce qu'on a nommé le C2D. Entendez par là le contrat de désendettement et de développement. C'est quoi en réalité le contrat de développement et de désendettement? Les Ivoiriens en entendent parler. C'est quoi concrètement? Comment cela se matérialise? Et quel est l'apport pour la Côte d'Ivoire? Alors on en parle beaucoup. Moi, depuis que je suis ici, effectivement, c'est un grand sujet puisque c'est pratiquement 2 milliards d'euros. C'est ça. Donc c'est des sommes conséquentes. 2 milliards d'euros. C'est 2 milliards d'euros qui, à un moment donné, étaient dus par la Côte d'Ivoire À la France. à la France, qui ont été transformés en argent que l'on gère ensemble. C'est-à-dire, à un moment donné, on a d'un côté de la table le gouvernement ivoirien, de l'autre côté de la table la France. Et on se met d'accord sur les priorités. Et en fait, c'est les priorités de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous dit on voudrait travailler sur les jeunes, on voudrait travailler sur l'éducation, on voudrait travailler sur la santé. Okay. Et on fait ça ensemble. Alors, l'intérêt du C2D, c'est que c'est un travail collectif qui traduit l'état d'esprit nouveau qui est le partenariat. Ce n'est pas la France qui dit on va faire ça, c'est la Côte d'Ivoire et la France qui, ensemble, décident de travailler ensemble. Quelques exemples de ce CDD-là, des résultats de ce CDD, est-ce qu'on peut en avoir sur ce plateau? Quelques exemples qui peuvent être une réussite, qui peuvent être considérés comme une réussite en fait. Les résultats du C2D, c'est par exemple tous ces programmes pour la jeunesse. Donc c'est des jeunes qui sont formés dans le cadre du service civique. C'est des constructions à Bouaké et ailleurs, de centres où les gens sont formés, sortent ensuite et trouvent du travail. C'est la construction de lycées de proximité. Je dois aller en inaugurer un mercredi prochain. Il y en avait un que j'ai inauguré avec le Premier ministre à l'intérieur du pays il y a quelques semaines. Il y a de multiples exemples dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la jeunesse, où on essaie de faire ensemble des choses. Et il y a des jeunes qui sont formés, il y a des écoles qui sont construites, des hôpitaux, des dispensaires qui sont construits. Avec 2 milliards d'euros, vous arrivez quand même à faire beaucoup de choses. Excellence, justement, à propos du C2D, vous évoquez un point sur lequel je voulais rebondir. Vous dites c'était de l'endettement qui était transformé en argent et qu'on gère maintenant. Dans cette gestion-là, il y a une partie remboursement qui est prévue encore ou c'est juste pour travailler? Non, on oublie le remboursement, on travaille ensemble. Très bien. Sur ça, un instant sur le C2D, et quelle est la place justement de la société civile dans quelque chose comme le C2D? C'est à la différence de la coopération allemande, où il y a beaucoup de formation de la société civile sur le contrôle citoyen, de l'argent public, etc.
parfois ce qu'on peut reprocher à la France, certains se disent, mais ils protègent encore peut-être ceux qui sont au pouvoir. Est-ce qu'ils ouvrent plus de possibilités de contrôle pour la société civile sur ce type d'action? Dans le cadre du C2D et dans le cadre de la négociation que j'ai mentionnée, il y a des représentants de la société civile. L'association des femmes, l'association des femmes juristes. Il y a toute une série d'associations qui sont associées au travail. Deuxième chose, on a ce qu'on appelle le fonds PISCA, justement, qui sont des petits projets que l'on fait ensemble avec des ONG dans les quartiers, en province, à Yopougon, à Bobo, à Yopougon, une bibliothèque pour enfants, une bibliothèque pour femmes. On a fait des choses pour les femmes à la Maca, on a fait des choses pour des jeunes handicapés à Bobo. On travaille aussi avec la société, les associations et la société civile. Et là, je mentionnais tout à l'heure la réunion en cours avec Achille Mbembe à Grand Bassam. Il y avait toute une série de représentants de la société civile ivoirienne qui étaient là, qui participaient au débat avec des collègues de l'ensemble du continent. Donc c'est peut-être une idée fausse que de penser qu'on ne le fait pas, mais en fait, on le fait et je dirais même plus, on le fait de plus en plus. Et vous avez sans doute noté, ça a d'ailleurs été critiqué, le sommet de Montpellier, c'était un sommet non pas avec des chefs d'État, c'était un sommet avec des jeunes de la société civile, avec un sens critique assez fort. Vous avez sans doute vu les débats. Le président Macron a géré, a écouté, et c'était un moment important justement avec cette société civile dont on parle. Alors vous avez employé un mot très intéressant, partenariat. Vous avez parlé de partenariat, et c'est un mot qui revient de plus en plus dans la relation entre la Côte d'Ivoire et même d'autres pays, et avec la France. Alors, pour les prochaines années, comment va se matérialiser ce partenariat avec la Côte d'Ivoire? Et en janvier, on sait qu'on a la CAN qui va se tenir, qui est censée être la plus belle CAN de l'histoire, qui sera organisée sur ce continent, et ça va se faire en Côte d'Ivoire. Quel est l'apport, ou quelle est l'expertise que va apporter la France dans la réussite de cet événement? Alors, la CAN, c'est un formidable accélérateur du développement de la Côte d'Ivoire. Déjà, on avait 6, 8, 10% de croissance depuis 10 ans, mais là, parce qu'il y a la CAN, on construit les routes qui n'étaient pas construites. Regardez la côtière, on reconstruit des aéroports, on construit des stades, on construit des hôtels. Et comme la CAN est en janvier-février, eh ben, il faut terminer à temps. Vous avez remarqué la route qui va vers Adzopé, au bord du stade, au bord de la forêt. Tout ça avance plus vite que s'il n'y avait pas la CAN. Alors, nous, on est associés à un certain nombre de ces projets qu'on finance aussi. La France a construit le stade de Yamoussoukro. Moi, je suis allé au stade de Yamoussoukro voir le match Côte d'Ivoire-Zambie. La route côtière, la moitié de la route côtière, c'est 2 entreprises françaises. Et il y a bien d'autres projets comme ça. On travaille avec les autorités ivoiriennes et le COCAN dans l'organisation de la Coupe, dans la sécurisation de la Coupe. Faire attention par rapport à tout ce qu'on a dit. Exactement. Donc on est associé à tout ça. Récemment, je voyais le ministre de l'Intérieur et on a parlé de ça. Donc voilà, on y travaille. Il faut que cette CAN réussisse, et pas seulement en gagnant la Coupe, mais en la maîtrisant jusqu'au moment où la Coupe va être organisée. Quand vous parlez de CAN, donc on va quand même sortir de l'aspect économique et parler de culture et de sport. Parce que vous, qui êtes là depuis à peu près 2 ans et demi, vous avez mis quand même un point d'honneur à vraiment travailler les sujets de culture et de sport. Vous pensez que ça peut être un axe qui reste encore à développer? On a vu le football féminin, on voit un peu les artistes, même si quelqu'un en a ri, Didier Congélateur et l'autre compère, qui se sont retrouvés à aller faire des concerts à Paris. Donc pour vous, c'est très important de ne pas froisser ces 2 acteurs importants de la vie communautaire, le sport et la culture. Le sport et la culture, c'est la jeunesse, c'est la société civile, c'est de la création d'emplois. Donc oui, c'est tout à fait prioritaire. Dans le domaine sportif,
Il y a du talent ici. Et effectivement, moi, je suis en contact avec les footballeurs, avec les footballeuses. Je suis en contact avec Marie-Josée Tallou. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut ramener 2 médailles des championnats du monde de Budapest, le 100 mètres et le relais 4 x 100 mètres. 4 x 100 mètres. Ouais. Et vous vous rendez compte l'impact, parce que les championnats du monde d'athlétisme, c'est global, c'est pas local. Le monde entier va voir cette finale. Donc c'est très important pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est très important pour les jeunes filles de Côte d'Ivoire de se rendre compte qu'elles peuvent réussir. Regardez ce qui est en train de se passer pour Rosemonde, Myriam et Inès. Football. Vous savez que Rosemonde est arrivée il y a 1 an et demi en France. Aujourd'hui, elle a des propositions de Paris Saint-Germain, de Manchester City, de Lyon, des plus grands clubs du monde. Donc c'est un ascenseur social et un modèle pour les jeunes filles. Et c'est aussi l'idée que les filles peuvent jouer au football. Dans le domaine de la culture, d'abord nous avons beaucoup de choses en commun, mais les humoristes ivoiriens réussissent, font sale con dans les grandes salles de Paris. Les musiciens, Yodé Siro était il y a quelques jours aux Folies Bergères, Didi B était également à Paris. Les Ivoiriens réussissent, c'est une projection extraordinaire de la Côte d'Ivoire. Donc sur ça, on voit que vraiment vous êtes très enthousiaste et vous comprenez très bien. Nous aussi, on peut juste un mot, hein, Brice, c'est sur les étudiants. Parce que voilà, c'est ça aussi l'échange sur cet aspect des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux assez intéressants d'attribution de visa pour nos étudiants ou c'est plutôt en recul? Alors, on a aujourd'hui 10 000 étudiants ivoiriens en France. C'est pas rien. On a des résultats. Là, par exemple, cette année, il y a 5 étudiants ivoiriens qui vont rentrer à Polytechnique et qui viennent de milieux défavorisés, qui sont très bons en maths, très bons en physique, et ça veut dire qu'ils ont été bien formés par leurs lycées respectifs. D'ailleurs, l'un d'eux, un lycée à Dimbokro, ce n'est pas uniquement ici. Maintenant, il y a la question des visas. Et il faut qu'on fasse mieux. Et moi, j'y travaille. En fait, il y a un tsunami de demandes de visas, ce qui est rassurant en tant que tel. En fait, on a pratiquement 500 demandes par jour, ce qui est beaucoup. C'est énorme. Mais il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux parce que les délais sont trop longs et on y travaille. J'ai envie de vous dire, c'est ma priorité absolue du moment et on va y arriver. Moi, ce que je souhaite à très court terme, et on va avoir à la rentrée de septembre de nouveaux effectifs, des renforts que j'ai demandés instamment. Ce que je voudrais, c'est raccourcir les délais. Aujourd'hui, quand vous allez à VFS, on vous dit rendez-vous en septembre. C'est ça. C'est trop loin. Ouais. Si vous allez en vacances en France, septembre, c'est après les vacances. Ouais. C'est ça. Donc, on y travaille pour raccourcir les délais, pour que les délais soient de quelques jours et raisonnables, et que pour qu'on ne claque la porte à personne. Il y a des gens qui ne doivent pas y aller parce que leurs dossiers ne sont pas bons, mais tous ceux dont les dossiers sont bons doivent aller en France sans difficulté, parce que la relation est exceptionnelle. Ouais. Les Ivoiriens ne comprendraient pas, compte tenu de l'exceptionnalité de cette relation, qu'ils ne puissent pas aller en France. Qu'ils soient privés d'aller en France. Pardon ? Qu'ils soient privés d'aller en France. Ils ne pourraient pas comprendre qu'ils soient privés d'aller en France. Monsieur Jean-Christophe Béliard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de France en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci. J'espère avoir d'autres occasions de vous avoir sur le plateau en fonction de votre agenda. Peut-être pour la CAN, pourquoi pas? J'irai à tous les matchs de la CAN. Tous les matchs de la Côte d'Ivoire ou de la CAN? Tous les matchs de la CAN. La Côte d'Ivoire. Mais ça va sans dire, ça va sans dire. Oui, puisque la Côte d'Ivoire jouera tous les matchs jusqu'à la finale, eh bien, il y sera. Allez, c'est bon. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et à demain. Merci. Et aussi sur la France. Aussi.